Le feu peut-il naître dans le silence, porté comme une braise secrète au creux de la poitrine d'un homme, jusqu'à la nuit où il dévore tout? Les hymnes de minuit, censés louer le ciel, peuvent-ils dissimuler la fumée qui s'élève du jugement de la terre? Et la patience d'un seul homme, enfouie sous les chaînes, les échymoses et les prières, peut-elle s'embraser en un brasier si intense que même la histoire tremble à l'idée de murmurer son nom? Géorgie, 1841, les cloches de minuit sonnaient pour la messe, leurs notes frissonnant dans l'air givré, appelant les maîtres à la dévotion et les âmes asservies à l'ombre. Mais sous les hymnes, le silence avançait selon un rythme différent. C'était un silence chargé de dettes, chaque coup de cloche une ligne de plus dans un registre de douleur, bientôt soldé par le feu. Avant que nous ne plongions dans ce récit de silence, de feu et de légende, arrêtons-nous ici un instant. Ce ne sont pas des fables, ce sont des fragments de vérité enfouis profondément dans la terre, attendant des voix assez courageuses pour s'en souvenir. Psy à l'air. Si vous souhaitez découvrir des récits authentiques qui défient le temps et révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. La Géorgie, en 1841, ne respirait pas, elle couvait. La terre elle-même semblait suspendue entre la beauté et la cruauté. Les champs de coton s'étendaient comme des mers blanches sous le soleil d'hiver, chaque capsule aussi acérée qu'une épine, chaque tige ployant sous le poids du profit et de la souffrance. L'air portait la douceur de la fumée de pin et l'amertume de la cendre, car chaque cheminée s'élevait d'une maison construite sur la servitude. La plantation s'étendait largement, sa maison gémissant sous le poids des années et de l'arrogance. Des cyprès bordaient les sentiers, comme des témoins solennels, leurs ombres longues et inflexibles. À l'aube, les champs ne s'éveillaient pas au chant des oiseaux, mais au cliquetis des chênes et aux soupirs étouffés, des corps se levant avant même que leurs esprits ne se réveillent. Les esclaves se levaient en silence, le dos courbé avant que le soleil ne touche l'horizon, leur souffle formant des nuées dans le froid, comme si chaque expiration arrachait un morceau de leur âme. Dans la maison principale, la chaleur régnait. Les cheminées crépitaient et rugissaient, les sols cirés brillaient du labeur de mains invisibles, et chaque recoin murmurait l'indulgence. Les bottes des maîtres résonnaient sur les planches de bois comme des tambours d'autorité, tandis que leur rire emplissait les couloirs du son de la possession. Pour eux, le temps leur appartenait, les saisons étaient des profits, le climat un rendement, et les vies de simples chiffres à comptabiliser. Les esclaves se déplaçaient comme des ombres à travers ces murs, portant des plateaux de nourriture lourds de senteur, porcs rôtis, pain fumant, mélasse dégoulinant, épaisse comme du goudron. Le contraste blessait. Ceux qui préparaient ces mets se léchaient parfois les lèvres, non par faim, mais par réflexe, car la faim était leur compagne fidèle, les rongeant avec autant de constance qu'un chien enchaîné à la porte. Dans les cabanes disséminées derrière la grande maison, les repas du soir étaient maigres, farine de maïs, haricots, restes arrachés à des os déjà nus. Et pourtant, dans ces cabanes, une autre flamme vacillait. Des murmures serpentaient sous les chevrons, des chants doux résonnaient comme des fils liant les cœurs. Et le silence devenait une langue à part entière, celle de l'endurance, celle de la patience. L'hiver pesait de tout son poids. Le givre s'accrochait au volet, et les champs scintillaient sous une lumière blafarde. Mais aucune saison n'adoucissait le labeur. Les doigts se fendaient sur les tiges gelées. Les dos se pliaient jusqu'à ce que les colonnes vertébrales hurlent, et le fouet du contremaître tranchait l'air comme un second vent. Le coup ne tombait pas toujours, mais sa menace suffisait à faire baisser le silence d'un cran. Et le silence, toujours le silence, était une forme de survie. Trop parler, c'était inviter le soupçon. S'attarder trop longtemps, c'était provoquer le fouet. Alors le silence devint une seconde peau, un manteau tissé plus serré à chaque année qui passait. Les soirées n'apportaient aucun vrai repos. Les corps asservis regagnaient leur cabane, les épaules affaissées, les vêtements humides de sueur et de givre, mais leurs yeux portaient une flamme secrète. Autour de la lueur vacillante d'une bougie cachée, des histoires étaient murmurées, des récits d'ancêtres qui avaient connu les chaînes avant eux, des récits d'esprits qui les protégeaient, des récits de justice lente mais infatigable. Ces histoires ne montaient jamais bien haut, elles se glissaient dans les fissures des cabanes comme la fumée, alimentant le registre de la mémoire. La plantation bourdonnait de bruit,
et pourtant chaque son résonnait d'une menace sourde. Le grincement des planches dans la grande maison portait le poids de pas décidant des destins. Le cliquetis des clés dans la poche d'une maître était plus effrayant que le tonnerre, car les clés signifiaient des serrures, les serrures des chaînes, et les chaînes un silence trop profond pour être brisé. Même les objets ordinaires, l'aiguille à coudre, la marmite, la corde, prenaient une lueur étrange, inquiétante. Les outils de la vie devenaient des symboles de contrôle, rappelant aux esclaves que rien de ce qu'ils touchaient ne leur appartenait réellement. Mais les saisons elles-mêmes commencèrent à murmurer la révolte. Les bois de pin au-delà des champs chuchotaient autrement en hiver. Le vent ne portait pas seulement le froid, mais aussi des secrets. Comment le feu pouvait se déplacer rapidement, comment le bois sec brûlait comme du parchemin, comment la fumée pouvait engloutir une maison entière. La nature, indifférente et éternelle, attendait. Et ceux qui peinaient ce saupois écoutaient avec des sens affûtés. Le maître de cette plantation se targuait de son ordre. Ses registres étaient impeccables, ses récoltes abondantes, son banc d'église soigneusement poli pour la messe de minuit, où il serait vu par ses voisins comme pieux et respectable. Pourtant, sous son toit, l'ordre se fissurait. Un garçon battu trop violemment boitait pendant des semaines, son silence plus fort que des cris. Une femme aux bras marqués de cicatrices fixait ses enfants avec un regard qui parlait d'avenir refusé. Et un homme grand, fort profondément marqué aux épaules, comptait chaque injustice en silence. Il était à la fois registre et témoin. Chaque nuit, alors que le givre se déposait sur les volets et que la grande maison dormait, alourdie par le vin et les hymnes, le silence écrivait ses entrées. Le cri du contremaître dans les champs devenait une ligne, le fouet une autre, la faim s'inscrivait comme de l'encre, et toujours, le feu en lui couvait. Il était patient, discipliné, silencieux, mais il ne s'éteignait jamais. Les nuits de Géorgie portaient alors une étrange quiétude. Le ciel vaste et glacé pesait bas de ses étoiles, comme si le paradis lui-même s'inclinait pour observer. Les cyprès se dressaient tels des sentinelles, et les champs luisaient pâlement sous la lune. Dans ce silence, les pas des esclaves s'enfonçaient dans la terre, gelés comme des signatures, attendant que l'histoire les déchiffre. La maison se croyait éternelle, à l'abri des conséquences. Ses colonnes blanches se dressaient fièrement, son toit scintillait de givre, et ses fenêtres reflétaient la lumière des bougies comme des yeux sûrs d'eux-mêmes. Mais les murs ne peuvent voir ce que le silence retient. Les poutres ne peuvent entendre ce que les murmures promettent. Et sur cette terre, le silence n'était pas absence, c'était une tempête qui se formait. Bientôt, les cloches sonneraient pour la messe de minuit. Bientôt, la maison résonnerait de chants et de prières pleines de suffisance. Mais déjà, invisible, inaudible, la braise de l'histoire attendait dans la poitrine d'un homme. Son nom n'était jamais prononcé dans les couloirs du maître, pas comme le nom d'un homme est censé l'être. Dans le registre de la maison, il n'était qu'un numéro, un dos courbé pour produire, un corps compté parmi les biens, mais dans le silence de sa propre poitrine, il portait son vrai nom, lourd et intact. Il le portait comme on protège une flamme du vent, cachée, fragile, mais vivante. Ses épaules portaient des cicatrices qui dessinaient sa propre histoire, chaque marque une ligne, chaque coup un rappel inscrit dans sa chair. Certaines cicatrices s'étaient estompées, pâlies comme de l'encre ancienne, d'autres restaient en relief, à vif, des lignes fraîches dans un registre sans fin de cruauté. Il ne les touchait pas, n'en avait pas besoin. Elles pulsaient même invisibles, bourdonnant de mémoire chaque fois que l'air froid effleurait sa peau. Il se souvenait de la voix de sa mère, bien que le temps les réduit à un murmure. Elle lui avait chanté autrefois, quand il était encore assez petit pour s'asseoir sur ses genoux, avant que le contremaître ne l'arrache au chant. Ses chants étaient bas, remplis de chagrin, mais porteurs d'une force aussi. « Patience, mon enfant, disait-elle. La patience est la seule arme qu'ils ne peuvent enlever. » Il avait porté ce mot comme du fer dans ses os depuis ce jour-là. La patience devint silence. Le silence devint survie. Et le silence, au fil des années, se transforma en quelque chose de plus tranchant que n'importe quelle lame. Chaque humiliation devenait un poids de plus dans son registre. Il se souvenait du matin d'hiver où la botte du maître avait écrasé sa joue contre la terre gelée, et où les rires des hommes au-dessus de lui résonnaient plus fort que les cloches de la messe. C'était une entrée. Il se souvenait de l'enfant arraché des bras de sa sœur, vendu vers le sud avant même que l'aube ne se lève. Une autre entrée. Il se souvenait de la faim, des nuits,
où les restes étaient trop rares et où la douleur dans son ventre ressemblait à un gouffre creusé par des mains jamais fatiguées. Une autre, entrée. Le registre se remplissait sans fin, ligne après ligne, jusqu'à ce qu'il semble que l'air même qu'il respirait portait l'encre de cette souffrance. Il parlait rarement, mais son silence n'était pas du vide, c'était une accumulation. Ses yeux, toujours baissés dans les champs, brûlaient intérieurement d'une feu que personne ne voyait. Ses mains, couvertes d'emboules à force de coton et de cordes, se refermaient non seulement contre la douleur, mais contre la mémoire. Chaque fil qu'il tirait, chaque pierre qu'il soulevait, pesait face aux dettes que lui devaient ceux qui prétendaient posséder son corps, mais jamais son âme. La nuit, il s'allongeait dans la cabane, parmi d'autres, leurs corps serrés les uns contre les autres pour résister au froid. La bougie vacillait faiblement, projetant des ombres comme des esprits contre les murs. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il écoutait les gémissements des hommes épuisés, les sanglots étouffés des femmes dans du tissu, les souffles doux des enfants qui rêvaient enchaînés. Il écoutait jusqu'à ce que son silence s'allonge, et dans ce silence, il écrivait son registre. Le fouet du contremaître devenait une autre ligne. La main du maître sur le bras d'une femme en était une autre. Le rire des invités qui festoyaient dans la chaleur, pendant qu'ils grelottaient dehors près de la fenêtre, encore une ligne. Mais toutes les entrées n'étaient pas faites de douleur. Certaines étaient des souvenirs doux, fugaces mais puissants. Il se souvenait de l'odeur du pain après la pluie, lorsqu'il était encore un garçon courant pieds nus, avant que le fouet ne le réclame. Il se souvenait du son des berceuses de sa mère. Il se souvenait des yeux de sa sœur, sombres et fixes même, lorsque les larmes y traçaient des sillons, le matin où son enfant lui fut arraché. Celles-là aussi étaient des entrées, non des dettes à rembourser, mais des promesses à honorer. Car le silence n'était pas seulement un registre, c'était un héritage. Il avait appris à observer, à attendre. Il connaissait le rythme de la plantation mieux que le maître lui-même. Il savait quand les bottes du contremaître frappaient le sol, quand les chiens étaient nourris, quand les clés tournaient dans les serrures. Il connaissait l'heure à laquelle les lampes s'éteignaient et le feu mourait dans l'âtre. Il savait quand les rires devenaient silence, ivre dans la maison. Ces détails, minuscules comme des miettes, s'accumulaient dans son esprit comme des pierres posées pour bâtir une fondation. Chaque injustice l'endurcissait, mais l'aiguisait aussi. Le silence lui avait appris que la vengeance n'est pas la fureur, c'est la patience. Le fouet brûle un instant, mais le feu attend des années, si nécessaire. Et son feu attendait depuis bien trop longtemps. Il y avait des instants où il s'échappait dans les bois, ne serait-ce que pour une bouffée volée entre deux travaux. Là, dans le silence des arbres, il ressentait quelque chose bouger, plus profond que la colère. Les cyprès lui murmuraient, leurs ombres longues et graves. Le vent dans les branches ressemblait à des chuchotements d'ancêtres dont les noms avaient été effacés, mais dont les esprits erraient encore. Il posait sa main contre l'écorce, rugueuse et froide, et murmurait son propre serment. « Je ne mourrai pas dans le silence. Je parlerai par le feu. » Dans ces moments-là, le registre de la douleur devenait plus qu'un souvenir. Il devenait prophétie. Il ne priait pas comme les maîtres priaient. Il les avait vus s'agenouiller dans les bancs d'église, leur voix s'élevant en chant pendant que leurs bottes enfonçaient des vies dans la terre. Leur Dieu ne lui parlait pas. Mais dans le silence, dans la faim, dans les cicatrices, il ressentait la présence de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne demandait ni hymne ni vitraux, quelque chose qui tenait les comptes avec plus de fidélité que n'importe quel livre. Il croyait que cet esprit, silencieux comme nuit, marchait à ses côtés, et un soir, quand les cloches sonneraient pour la messe, cet esprit guiderait sa main. Les autres esclaves le voyaient en lui, même si personne ne le disait à voix haute. Ils voyaient comment son silence s'épaississait, comment ses yeux restaient sur la maison, non pas avec peur, mais avec patience. Ils voyaient ses mains traîner près des outils, non par hasard, mais comme s'il les évaluait pour quelque chose de plus grand. Ils ne le nommaient pas, car le nommer, c'était inviter la mort. Mais dans leur propre silence, ils comprenaient. Certaines dettes sont trop lourdes pour être portées indéfiniment. Il se souvenait de la première fois où il avait touché le feu, enfant, la brûlure, l'ampoule rapide, la façon dont sa mère l'avait grondé tout en soufflant doucement sur la plaie. Le feu était à la fois châtiment et réconfort. Et maintenant, des décennies plus tard, il portait ce souvenir comme un présage. Le feu faisait mal, mais il purifiait aussi. Le feu dévorait sans distinction.
Le feu réduisait les maîtres au silence aussi facilement qu'il faisait taire la nuit. Chaque nuit, allongé sur les planches rugueuses de la cabane, il fermait les yeux et feuilletait mentalement son registre. Il n'imaginait pas la fuite. Ce n'était pas son chemin. Il ne rêvait pas de la liberté comme d'un don. Non, il rêvait d'équilibre, de balance qui bascule, de dettes enfin réglées dans une langue que les oppresseurs ne pourraient pas mal comprendre. Les bottes du maître, le fouet du contremaître, les cris des enfants arrachés à leur mère, tout était compté, tout inscrit dans le silence. Et le silence ne pouvait contenir autant sans finir par brûler. Il attendrait que les cloches sonnent pour la messe de minuit. Il attendrait que la maison du maître soit pleine de chants, pleine d'arrogance, pleine de certitude sans défense. Et alors, le silence prendrait fin. Le registre se refermerait. Et le feu parlerait. Le registre était complet. Chaque cicatrice, chaque faim, chaque humiliation y avait inscrit sa trace, jusqu'à ce que le silence ne puisse plus porter le poids. Pourtant, il n'agissait pas dans la précipitation. La rage est une flamme qui s'embrase trop vite, mais la vengeance doit être un feu lent, attisé, nourri, patient, jusqu'à devenir inarrêtable. Pendant des semaines avant la messe de minuit, il commença sa préparation. Pas ouvertement, pas avec des mots ni des signes. Seules ses mains savaient, seuls ses yeux mesuraient, seul son silence élaborait. Pour les autres, il n'était qu'un homme fatigué, évoluant dans les rythmes du travail. Mais en lui, chaque pas était un rituel, chaque geste une ligne écrite dans l'acte à venir. Dans la grande maison, il portait du bois jusqu'à l'âtre, déposant chaque bûche avec un soin délibéré. Ses doigts effleuraient le tisonnier de fer, les braises rougeoyaient, les étincelles s'élevaient en sifflant. Le feu lui parlait là, dans le silence du foyer. Il observait comment le pain sec crépitait, comment le chêne retenait la flamme plus longtemps, comment une seule braise, si on lui soufflait dessus, pouvait bondir en furie. Il enfermait ce savoir dans son silence, le conservant comme une lame dissimulée sous un tissu. Dans les cuisines, la fumée s'élevait des marmites d'eau bouillante. Il récurait la suie sur leur ventre, les mains noircies de cendres. L'eau et le feu, deux éléments prêts à conspirer. Il apprenait à quelle vitesse l'huile renversée pouvait s'inflammer, comment un tissu trempé dans la graisse devenait de l'amadou. Chaque geste de travail devenait pour lui une leçon de destruction. Même la salle de couture murmurait sa part. Il ramassait des bouts de tissu, discrètement, des bords effilochés de vêtements jetés. Il semblait inutile, mais il y voyait les fils de l'allumage. En silence, il les rapportait à sa cabane, pliée sous sa chemise, pressée contre sa poitrine. La corde était toujours là, liant les ballots, attachant les charges, suspendue comme un serpent aux mains du contremaître. Il l'enroulait dans ses paumes la nuit en testant la résistance. La corde pouvait lier, mais elle pouvait aussi conduire. Une fois enflammée, elle devenait une mèche. Il imaginait rougeoyante, portant le feu comme une veine de jugement à travers le cœur de la maison. Chaque objet autour de lui se transformait sous son regard. Les chaînes ne tintaient plus comme de simples chaînes, elles sonnaient comme des cloches annonçant l'heure du règlement. Les clés, lourdes dans la poche du maître, ne symbolisaient plus l'enfermement, mais la faiblesse, car les serrures ne ralentissent que ceux qui manquent de feu. Le registre lui murmurait. Tout ce qu'ils utilisent pour te lier les libérera un jour de leurs illusions. La nuit, dans sa cabane, il répétait sans un mot. Les autres dormaient ou fixaient l'obscurité, leur propre registre de douleur pesant sur leur poitrine. Mais lui seul bougeait en rituel. Il traçait les contours du silex qu'il avait trouvé dans les champs, le frappait doucement une fois pour apprendre la fin de l'étincelle. Il soufflait sur les bouts de tissu qu'il avait rassemblés, observant la braise couver, mourir, renaître. Chaque souffle était une répétition, chaque échec une leçon. Il ne parlait à personne, mais il écoutait le silence comme s'il lui enseignait. Le silence lui disait quand attendre. Le silence lui montrait où le vent porterait la fumée. Le silence lui rappelait que la vengeance ne doit jamais trébucher dans la précipitation, car un seul faux pas rendrait le registre éternel sans justice. Il y avait des nuits où il rêvait du feu avec trop de clarté. Il voyait déjà la maison en flammes, ses colonnes blanches s'effondrant, ses fenêtres irradiant d'une lumière infernale. Il se réveillait, le dos glacé de sueur, le cœur battant. Mais il ne se précipitait jamais. Les rêves étaient des présages, pas des ordres. Il les laissait le durcir, jamais l'accélérer. L'hiver s'épaississait.
Le givre s'étendait sur le sol comme un linceul blanc. La plantation se préparait pour Noël. Les maîtres accrochaient des guirlandes dans les couloirs, plaçaient des bougies aux fenêtres, les chœurs répétaient des hymnes pour la messe de minuit. Les esclaves devaient polir l'argenterie, balayer les sols, cuire des gâteaux dont ils ne goûteraient jamais la douceur. Chaque tâche devenait une insulte, mais aussi une offrande au plan. Ils polissaient les chandeliers plus longtemps que nécessaire, fixant la cire fondue, évaluant la vitesse à laquelle une flamme pouvait la dévorer. Il empilait les bûches plus haut, étudiant quel bois se fondait facilement, lequel gardait les braises longtemps. Il observait les enfants de la maison accrocher des ornements aux branches de pin, du verre délicat brillant comme des larmes gelées, et ne pensait qu'à une chose, à quel point le verre se brise aisément quand la chaleur l'envahit. La nuit approchait. Chaque jour était compté comme les perles d'un chapelet. Il savait que le moment viendrait lors de la messe de minuit, quand les maîtres et leurs invités, vêtus de leurs plus beaux atours, quitteraient la maison étincelante mais sans défense. Leurs voix s'élèveraient en hymne, pleines de fierté et de piété, tandis que derrière eux, le silence et le feu conspireraient. Il commença à voir sa vie non comme une chaîne, mais comme une préparation. Les cicatrices sur son dos n'étaient pas de simples blessures. C'étaient des marques gravées par l'injustice, qui réclamaient des flammes. La faim dans son ventre n'était pas faiblesse, mais combustible, aiguisant sa patience jusqu'à devenir tranchante comme une lame. Même le chagrin, l'absence de sa mère, le regard creux de sa sœur, les cris des enfants vendus, devenaient non pas désespoir, mais silex frappant l'étincelle. Chaque humiliation, chaque perte, chaque coup de fouet avait été conservé pour cela. Le registre n'était pas seulement mémoire, c'était un plan. La veille de Noël, il marcha jusqu'à la lisière des bois, là où les cyprès s'élevaient, sombres et solennels. Il posa sa main sur l'écorce, murmurant au silence comme s'il s'adressait aux esprits de ceux qui l'avaient précédé. Il fit un vœu à voix basse, mais claire. Le feu parlerait pour eux. Ses mots se perdirent dans l'air glacé, mais il sentit les arbres les absorber et les étoiles les entendre. De retour dans sa cabane, il prépara les éléments. Des bandes de tissu trempées dans la graisse des cuisines, du silex caché sous une planche branlante, une corde raccourcie, enroulée soigneusement, un éclat de verre, assez tranchant pour blesser, dissimulé dans la doublure de sa chemise. Chaque objet semblait ordinaire, mais chacun portait désormais un jugement. Il les disposa devant lui comme sur un autel. La bougie vacilla au-dessus d'eux, et dans cette lueur pâle, ils cessèrent d'être des outils de labeur, ils devinrent des reliques de vengeance. Le jour de la messe de minuit, il se mouvait comme en prière. Chaque pas, chaque geste était délibéré. Il portait du bois à la maison, mais ses mains tremblaient non de froid, mais de la proximité du jugement. Il polissait, il servait, il s'inclinait. Son silence plus profond que jamais, un silence si lourd qu'il semblait peser sur l'air. Les maîtres ne voyaient rien. Ils ne voyaient que l'obéissance, la courbure familière de ses épaules, le masque creux de la servitude. Ils ne voyaient pas le feu s'allumer dans ses yeux, ni le rituel inscrit dans son silence. Lorsque le soleil se coucha, les cloches commencèrent à sonner à travers la campagne. Le son devait appeler à la dévotion, mais pour lui, chaque coup était un battement de tambour pour la vengeance. Les maîtres revêtaient leurs plus beaux habits, leurs rires aigus, leurs bougies brillantes, alors qu'ils se préparaient pour la nuit sainte. Il les suivit des yeux, alors qu'ils partaient vers la chapelle, laissant la grande maison dans une lueur feutrée, ses fenêtres illuminées, son silence immense. Lorsque leurs pas s'effacèrent au loin, il resta seul dans la cour, le givre craquant sous ses pieds. Le registre était clos. Il se tourna à nouveau vers la cabane, là où les outils de la vengeance l'attendaient dans l'ombre. Son silence tremblait maintenant, non de peur, mais d'attente, car cette nuit, le silence allait brûler, et le feu parlerait la langue que les maîtres ne pourraient jamais faire taire. Les cloches sonnaient à travers la nuit glacée. Leur écho descendait depuis la chapelle le long du chemin, où les maîtres et leurs voisins s'étaient rassemblés, parés de soie et de laine, leurs voix s'élevant en hymne. Douce nuit montait vers les cieux, mais sur la plantation le silence avait une autre signification. Il n'était pas saint, il n'était pas paix, il n'était jugement. La maison se dressait, fière et blanche, contre l'obscurité, ses fenêtres illuminées de bougies.
Des guirlandes de pin pendaient à ses portes, l'odeur du pain chaud flottait encore dans ses couloirs. Elle semblait éternelle, comme si le givre et le temps eux-mêmes s'étaient inclinés devant sa grandeur. Mais ce soir, ces colonnes ne survivraient pas au silence qui avançait contre elle. Il sortit de l'ombre de sa cabane, son souffle fumant dans le froid. Le sol craquait sous ses pieds nus, chaque pas lent, délibéré. Ses mains tremblaient non de peur, mais du bourdonnement ferme de la résolution. Il ne portait ni épée ni fusil, seulement les outils qu'il avait rassemblés dans le silence des bouts de tissu trempés dans la graisse, une corde enroulée, un éclat de verre, un silex caché dans sa paume. Le registre avait écrit cette nuit, et maintenant il allait le refermer par le feu. Il traversa la cour, l'air nocturne mordant sa peau. Les chiens, enchaînés près des granges, remuèrent mais n'aboyèrent pas. Peut-être eux aussi sentaient-ils le poids du silence, aussi lourd que le givre. La maison grandissait à chaque pas, ses fenêtres vacillant comme des yeux en alerte, mais les yeux ne voient pas la vengeance, une fois qu'elle s'est mise en marche. À l'intérieur, le feu dans l'âtre brillait faiblement, les braises palpitant en rouge. Les murs craquaient sous le froid, les poutres se déplaçaient comme des os dans un vieux corps, chaque son était amplifié. La goutte de cire fondue, le grincement lointain d'une volée, le soupir de la fumée montant dans la cheminée. La maison respirait, mais son souffle était court. Il se rendit d'abord au salon, où les guirlandes pendaient lourdement. Il toucha les aiguilles de pin, sèches et cassantes, sous ses doigts, du bois d'allumage parfait. Il s'agenouilla, frappant le silex contre l'acier, son souffle régulier, les étincelles tombant comme de petites étoiles. La première bande de tissu s'inflamma, fumant faiblement mais avec insistance. Il en ajouta d'autres, la nourrissant comme une mère encourage un enfant à parler. Bientôt la flamme bondit, affamée, s'agrippant à la guirlande. Le feu commença comme un murmure. Il prit ensuite la corde, trempa son extrémité dans la flamme, jusqu'à ce qu'elle brille. Il l'étira à travers le couloir, la posant près des rideaux. Le feu y glissa comme une créature vivante, un serpent de chaleur se faufilant vers les draperies de velours. Le tissu s'embrasa en orange. La lumière se répandit sur les murs. Les ombres se tordirent comme des esprits libérés de leurs chaînes. Les crépitements s'intensifièrent, le bois craquait, les braises crachaient. La maison s'éveilla, protestant comme si elle savait. Ses murs gémirent, ses poutres frissonnèrent. Il se tenait au centre, observant, non pas avec fureur, mais avec solennité. Ce n'était pas une frénésie, c'était un jugement accompli en rituel. Il se déplaça de pièce en pièce, avec lenteur et précision. Dans la salle à manger, il renversa une bougie sur la nappe, les flammes courant le long du tissu. Les assiettes éclatèrent sous la chaleur, les coupes se renversèrent, le vin grésillant en touchant le feu. Le festin préparé pour la célébration sacrée se transformait désormais en fumée. Le feu grimpa l'escalier, dévorant le tapis posé par des mains asservies, rampant dans les chambres où reposaient des soies et des livres sans méfiance. Les rideaux se recroquevillaient en noir, les papiers peints cloquaient, les portraits des ancêtres se fissuraient, leurs yeux peints pleurant de suie. À l'étage, il s'arrêta devant le bureau du maître. La pièce sentait l'encre et le cuir, les étagères chargées de registres, ces mêmes livres où des vies humaines étaient réduites à des chiffres. Il y mit le feu en premier. Les pages se recroquevillèrent, l'encre devint liquide, les registres de profit n'étaient plus que cendres. Il regarda les dossiers brûler avec un calme si profond qu'on aurait dit que le silence lui-même s'inclinait. Le feu se répandait rapidement désormais. Il rugissait dans les couloirs, pressait contre les plafonds, griffait les poutres. La fumée envahissait l'air, épaisse et suffocante, mais il ne broncha pas. Il se tenait au milieu des flammes comme en prière, son visage éclairé par le rouge vacillant. La chaleur léchait sa peau, mais il l'acceptait. Le feu était douleur, oui, mais il était aussi liberté. Les cloches continuaient à sonner au loin, les voix de la congrégation s'élevant en hymne inconsciente. Tout est calme, tout est lumineux, chantait-il, tandis que le cœur de la plantation était dévoré par les flammes. Les fenêtres de la grande maison brillaient plus fort, la lumière se répandant dans la nuit comme un phare. Puis vint le premier fracas. Le verre explosa vers l'extérieur alors que le feu engloutissait les pièces intérieures. Les flammes léchaient le ciel, les étincelles s'élevaient comme une tempête de lucioles en feu. Les colonnes craquèrent, la peinture blanche noircissait, la façade fière cloquait en ruine. Il recula dans la cour, observant la maison hurler. Les gémissements des poutres cédant, le tonnerre des charpentes s'effondrant, le rugissement du feu dévorant l'avidité, c'était une symphonie de vengeance.
La nuit n'était plus silencieuse, elle rugissait de justice. Les voisins verraient bientôt la lueur. Les cloches de la chapelle vacilleraient lorsque les regards se lèveraient vers l'horizon, lorsque la fumée s'enroulerait comme une main sombre vers les étoiles. Les murmures s'élèveraient d'abord dans la peur, puis dans la stupeur. Mais il ne resta pas pour être capturé. Il se glissa de nouveau dans l'ombre, regagnant les cabanes où d'autres s'éveillaient. Ils virent les flammes, leurs yeux grands ouverts de terreur et d'émerveillement. Aucun ne parla. Ils n'avaient pas besoin. Le silence portait plus que les mots. Dans ce silence, ils savaient ce qui avait été fait. Ils savaient que le registre avait parlé. Le feu fit rage toute la nuit. La maison s'effondra sur elle-même, ses os s'écroulant les uns sur les autres. Le toit s'affaissa. Les étincelles jaillirent haut. Les guirlandes devinrent cendres. L'argenterie fondit en flaques. Les grandes chambres ne furent plus que décombres fumants. Ce qui avait été un symbole de domination n'était plus qu'une tas de ruines fumantes. Et au-dessus de tout cela, les cloches continuaient à sonner. La messe de minuit se poursuivait. Les hymnes s'élevaient. Tandis que Drey-Francy, à quelques pas de là, la plantation brûlait comme si le ciel lui-même avait abaissé sa main. Il se tenait parmi les siens, en silence, son visage impénétrable. Certains pleuraient, d'autres se signaient, d'autres encore restaient figés, mais aucun ne le trahit, car tous savaient. Ce feu n'appartenait pas à un seul homme. Il appartenait au silence, aux cicatrices, à chaque cri enseveli dans la terre. Alors que l'aube se glissait pâle à l'horizon, la fumée s'élevait encore, noire contre le ciel du matin. La maison avait disparu, ses cendres dispersées, ses colonnes tombées comme des dents arrachées à une mâchoire autrefois fière. Et dans l'air flottait non seulement la fumée, mais quelque chose de plus lourd, une légende. Le registre s'était refermé par le feu, et le silence avait enfin parlé.